à tous, bienvenue dans le podcast pour le futur. On va parler de la situation des mineurs isolés étrangers en France avec Mathilde et Nejma. C'est quoi un stéréotype de genre? Comment dépasser l'inaction? Comment prendre la parole quand on est invisibilisé? Est-ce que je suis privilégiée? Comment je me déconstruis? Comment faire face à l'angoisse? C'est quoi un biais raciste? Qu'est-ce que le patriarcat? Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'amie? Pourquoi s'engager? Est-ce que toutes les luttes sont liées? Pour ce podcast sur la situation des mineurs isolés étrangers en France, on va discuter avec Mathilde et Nejma. Je vous laisse vous présenter. Mathilde, tu commences ? Oui, alors bonjour, moi c'est Mathilde, du coup je suis éducatrice spécialisée de formation et du coup j'interviens auprès des mineurs non accompagnés dans mon travail, voilà. Bonjour, moi c'est Nejma, je suis militante au collectif Autonomie, un collectif de soutien et d'organisation pour les mineurs isolés étrangers non reconnus. Aujourd'hui, l'objectif c'était vraiment de discuter avec des personnes qui travaillent avec les mineurs isolés, mais aussi de leur donner la parole. Et je sais que le collectif Autonomie a vraiment cette motivation de jamais parler à leur place et de vraiment faire les choses ensemble et de leur donner la parole. Aujourd'hui, on n'a pas pu avoir des mineurs avec nous pour parler de leur situation. Donc l'objectif, c'est qu'on traite de certains aspects ensemble et qu'on aille les rencontrer sur le terrain pour qu'on puisse vous présenter la situation sous tous les aspects possibles. Peut-être qu'on peut commencer par définir certains termes, parce que tout ce débat sur l'immigration, sur les mineurs étrangers, etc., on entend beaucoup de choses depuis longtemps et il y a des termes qui reviennent souvent. Je pense par exemple au terme migration ou immigration ou exil ou réfugié. Avec la migration, du coup, on va être sur un terme qui est plutôt général, qui va représenter en fait vraiment un déplacement des personnes qui bougent en fait. Donc ça peut être même en interne. Nous, quand on part en vacances par exemple, on peut migrer de Toulouse à Paris. Pour ce qui est de l'immigration, du coup, ça va être vraiment plus spécifique, partir d'un pays pour aller dans un autre pays et de façon permanente, du coup. Donc ça implique des procédures légales pour entrer et rester dans le pays du coup d'accueil. Donc c'est là où on va faire des demandes de titre de séjour, demandes d'asile, etc. Pour les réfugiés, du coup, donc ça va être vraiment une personne qui va fuir son pays d'origine, du coup, pour aller dans un autre pays en raison de persécution, pays en guerre, violence, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment des personnes qui vont quitter leur pays, pas par nécessité et pas par choix. Donc souvent pour leur sécurité en fait, clairement. Et du coup là, il va vraiment avoir un statut juridique pour les réfugiés. Donc c'est le statut réfugié qui est défini par la Convention de Genève qui date de 1951. Et grâce à ça peuvent bénéficier de l'aide du pays d'accueil. Pour l'exil, du coup, alors ça va être un peu les mêmes définitions qu'une personne réfugiée, mais en fait il n'y a pas le statut juridique derrière. Ok. Donc si je comprends bien, parmi les personnes qui immigrent, il y a des personnes où ça peut être un choix, et parmi ces immigrés, il y a des réfugiés qui fuient une certaine situation depuis leur pays d'origine. Exactement, ouais. Et tu as dit que c'était la Convention de Genève qui désignait, qui encadrait législativement le fait d'être réfugié ou non, donc ça veut dire que c'est pas par pays, et c'est pas le pays d'accueil, c'est quelque chose d'international. C'est pas le pays d'accueil qui décide si la personne elle est réfugiée ou pas. Ouais, c'est ça. Vous voulez parler de la loi Asile-Immigration ou... Et du coup, sur la loi Asile-Immigration, en fait, c'est tout un tas de propositions de loi qui avaient été portées à l'époque par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et qui contiennent des articles qui sont complètement anticonstitutionnels, comme la préférence nationale, c'est-à-dire le fait de donner la priorité à des personnes nées sur le territoire français d'avoir accès à certaines choses, certaines études. Il y avait aussi une proposition de loi pour refuser l'aide médicale d'État, l'AME, aux personnes réfugiées ou immigrées, ce qui implique que en fait, l'État ne prendrait plus en charge les soins des personnes n'ayant pas la nationalité française ou n'ayant pas encore de titre de séjour, qui peut avoir des conséquences catastrophiques ça n'empêche pas d'être malade, en fait, le fait de ne pas être soigné. Donc c'est absurde parce que des maladies peuvent se propager.
Il y avait aussi une proposition, ça allait avec une proposition d'échéance de nationalité, si je ne dis pas de bêtises aussi, donc du coup de pouvoir retirer la nationalité française aux binationaux. Donc on est vraiment sur une loi fasciste par excellence, avec une fracture très forte proposée entre les personnes françaises et les personnes qui sont en cours de reconnaissance pour pouvoir habiter légalement sur le territoire français. Donc c'est vraiment des choses très très dissuasives et qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur les vies. Quand on a préparé l'émission, on a rencontré plusieurs termes. On a rencontré mineurs isolés étrangers, on a rencontré mineurs non accompagnés. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si ça désigne les mêmes personnes, ces deux termes-là, ou s'il y a une subtilité entre les deux Le nom change, mais en soi, il n'y a rien qui change entre les deux. Ça représente vraiment les mêmes personnes. Pour mineurs isolés étrangers, on va vraiment mettre l'accent sur le fait qu'ils soient étrangers. Que ça me dérange un petit peu du coup de les représenter que par ça, quoi. On utilise le mot mineur non accompagné donc depuis la loi 2016 donc, qui fait référence à la protection de l'enfance. Du coup, ça a aussi amélioré leur prise en charge, ça a clarifié aussi leur situation, ça amène aussi une certaine protection et sécurité pour ces jeunes-là. Et du coup, est-ce que l'une d'entre vous peut nous décrire ce que c'est cette situation, en fait, de quoi on parle quand on parle de ces personnes qu'on désigne comme mineurs non accompagnés? Donc du coup, pour bien définir en fait ce qu'est un mineur non accompagné, donc ça va être un jeune qui a moins de 18 ans du coup, donc mineur, qui n'a pas la nationalité française et surtout qui n'a pas de représentants légaux sur le sol français, quoi, qui est vraiment arrivé seul en France. Voilà. Du coup, si je comprends bien, c'est des personnes qui ont réussi à venir en France d'une certaine manière et qui demandent à avoir le statut de réfugié ou qui ont déjà le statut de réfugié et qui, comme ils sont mineurs, c'est un statut à part par rapport à le fait d'être adulte. Alors, ça va être du coup donc des jeunes personnes donc, qui souvent vont faire la traversée de leur pays jusqu'à la France, qui du coup ont ce désir et ce besoin aussi donc d'être accompagnés par la France et d'être déclarés mineurs aussi pour pouvoir avoir donc comme je disais la protection en fait de la France parce que en gros donc comme je parlais de la loi tout à l'heure, la loi 2016, ça implique en fait que la France se doit de protéger tous ses enfants et tous les enfants qu'il y a sur le sol français, donc que ce soit les jeunes donc, qui sont nés français ou les jeunes qui viennent de pays étrangers, qui sont pris en charge par ce qu'on appelle l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance. Le problème en fait avec la loi 2016, c'est qu'effectivement, elle est censée apporter un meilleur soutien une meilleure prise en charge des mineurs non accompagnés. Mais en fait, c'est aussi c'est 2016 qui marque la création du DAOMI, qui est du coup le dispositif départemental d'accueil, d'évaluation et d'orientation. Et en fait, du coup, ça a été contrecarré par un plus grand refus de reconnaissance de minorité. C'est-à-dire depuis 2016, il y a beaucoup moins de personnes qui se présentent en disant être mineurs, qui sont reconnus mineurs. Donc certes, la prise en charge est meilleure, mais le parcours pour le recours à la reconnaissance d'une minorité est beaucoup plus laborieux. Le DAOMI a des critères qui peuvent être absolument arbitraire pour faire reconnaître des minorités. Pour vous donner un exemple, il y a des jeunes qui disent qu'ils ont été refusés, qu'ils n'ont pas été reconnus mineurs parce qu'ils jouaient trop bien au football, ou des jeunes filles qui étaient considérées trop maternantes avec avec d'autres personnes qui seraient peut-être plus jeunes, et donc du coup qu'on a évalué majeur. Et du coup, est-ce que tu sais en quoi ça consiste, comment ça marche au niveau du DAOMI pour être reconnu mineur? Est-ce qu'il c'est des entretiens? Est-ce qu'ils regardent un dossier Alors, c'est des jeunes. Alors déjà, quand ils arrivent sur le sol français, ils sont pas directement au DAOMI. Il y a pas j'arrive en France DAOMI. Souvent, c'est des enfants qui arrivent en France, qui sont complètement perdus, qui ne savent pas où aller. Donc, ils sont beaucoup dans l'errance et dans les rues et qui ne savent pas où aller. Donc, souvent... là, va y avoir l'intervention donc soit de la police, la gendarmerie qui va aller voir dans les rues. Ça peut être des passants, des associations. Enfin voilà, ça va être toutes ces personnes-là du coup qui vont les orienter vers le DAOMI.
Et du coup, arrivé au Dahomey, alors bon, je suis pas une grosse experte non plus, parce que je n'ai pas spécialement travaillé dans ces structures-là, mais pour avoir parlé un petit peu aussi avec les jeunes que j'accompagne, le passage Dahomey est compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux pour eux, en fait, là-bas, de pouvoir prouver qu'ils soient mineurs. Il faut qu'ils prouvent au quotidien leur statut pour pouvoir les déclarer mineurs ou non. Donc ça va passer par des entretiens. Donc ça va vraiment entrer aussi dans l'intime. Donc ça leur poser beaucoup de questions sur leur passé, sur leur situation familiale, sur leur parcours. Va y avoir aussi des tests médicaux. On va pas se mentir. Encore aujourd'hui, ils font des tests osseux, ils font des choses comme ça. Et du coup, c'est après tous ces tests-là et ces entretiens-là que les professionnels, du coup, déclarent si la personne est mineure ou non. Et du coup, ils donnent l'information au conseil départemental qui, après, peut les prendre en charge ou pas. Ok. Donc le Dahomey, ça dépend de l'État ou du département? C'est départemental. D'accord. Ok. Et donc pour eux, qu'est-ce que ça change qu'ils soient reconnus mineurs ou pas dans la suite de leur parcours? Comme je disais un peu plus tôt, en fait, quand ils sont déclarés mineurs, ils ont le droit à plus de choses, bon, avec ses limites aussi, comme a pu le dire Nejma. Donc ça va être la protection, ils vont pouvoir être aussi orientés dans des structures adaptées aussi à eux et à leur âge. Ils vont avoir accès à plus de choses en tant que mineurs que s'ils sont déclarés majeurs, où là, clairement, quand ils sont déclarés majeurs, on les met à la rue, voilà. Et s'ils sont, du coup, s'ils sont déclarés majeurs, ça veut dire ils ont d'autres démarches qu'ils doivent faire, par exemple auprès de l'État, pour être, je sais pas moi, reconnus vraiment comme réfugiés et avoir bénéficié de quelque chose, ou ils sont vraiment livrés à eux-mêmes après? En vrai, c'est là qu'on intervient. En fait, c'est un recours devant le juge des enfants pour une reconnaissance de minorité. Donc, ça veut dire contester la décision du conseil départemental pour pouvoir bénéficier effectivement de l'aide sociale à l'enfance, donc d'un droit à un logement, d'un droit à une prise en charge médicale et de droit à une formation aussi. Parce que moi, en tout cas, tous les jeunes que je connaisse, c'est leur demande d'aller à l'école et se former à un métier. Et un recours, il faut savoir, qui dure en moyenne 1 an, avec des démarches administratives qui sont extrêmement longue, avec des allers-retours pour légaliser des documents entre le pays d'origine et la France, entre les différents consulats, que c'est pas du tout les mêmes critères selon si on vient de la Guinée ou du Mali. C'est aussi des subtilités comme ça, avec donc des avocats et des avocates, surtout des avocates d'ailleurs, qui sont spécialisées en droit des étrangers. Donc les recours, voilà, c'est ça. Ça dure à peu près 1 an et avec tout un jargon juridique qui est vraiment extrêmement laborieux. Et c'est là en fait où il y a besoin à minima d'avoir un logement et un accès à un peu d'argent et Internet, tout bêtement, pour pouvoir faire ce recours-là. C'est là que le collectif Autonomie intervient au moins sur le soutien, administratif là-dessus. Mais c'est surtout les avocats qui essayent de monter des dossiers. Et la petite nouveauté à Toulouse, en tout cas, c'est que depuis pas très longtemps, il arrive que le conseil départemental fasse appel, même si le juge des enfants reconnaît le jeune mineur. Ça arrive dans d'autres villes beaucoup plus régulièrement. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à Bordeaux, notamment, où quasiment systématiquement le conseil départemental fait appel de la décision, donc refuse que le jeune qui a été reconnu mineur par le juge des enfants soit pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Donc quand ça arrive, ce genre de choses, soit qu'ils soient pas reconnus, soit qu'en face ils font appel, ça veut dire que ça prolonge de au moins 1 an, de encore plus longtemps leur situation hyper compliquée, quoi. Un appel, c'est très très long. Même si le juge des enfants ne reconnaît pas, du coup là, ça va être le jeune et l'avocat qui va faire appel de la décision du juge des enfants et c'est reparti pour 1 an. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que tu as dit. Tu as dit que ça changeait quelque chose, le pays d'origine, sur les critères. Sur certains documents notamment, on va estimer que certains pays font des documents qui sont vont plus prendre au sérieux des documents de certains pays que d'autres, quoi.
Ah oui, d'accord. Donc c'est pas des critères officiels, c'est plutôt dans leur jugement, dans leurs a priori par rapport à certains pays. Exactement. C'est toujours très arbitraire en fait, les recours de minorité. C'est quand même assez impressionnant, quoi. Du coup, le collectif Autonomie à Toulouse, vous accompagnez, vous êtes en soutien des jeunes sur Toulouse. Alors, en fait, le collectif Autonomie, c'est les jeunes qui sont sortis du Dahomey et des adultes qui soutiennent. Mais c'est avant tout les jeunes qui sont sortis en n'étant pas reconnus mineurs du conseil par le conseil départemental. Donc, c'est pas un groupe d'adultes qui soutient, en fait, ça fait partie. D'accord. Et du coup, tu dis qu'ils sortent du Dahomey, ça veut dire que la plupart ont déjà eu leur audience, ou je sais pas comment on appelle ça, pour être reconnus mineurs, et ils sont en train de faire leur recours, par exemple ou... C'est ce que disait Mathilde tout à l'heure, c'est comment ça se passe au Dahomey, quoi. En fait, c'est un centre d'hébergement où ils sont observés, il y a des activités, puis des entretiens, puis des tests médicaux. Et donc, les jeunes d'autonomie, c'est ceux qui sont été rejetés par le Dahomey. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur comment ça s'est passé, par exemple, cette dernière année, là, ou ces 2 dernières années pour les jeunes, enfin pour... Donc, est-ce que je vous lis le lettre des jeunes? Alors, communiqué qui date du 5 décembre. Nous sommes les mineurs isolés étrangers du collectif Autonomie. En octobre, nous avons été expulsés de notre maison. Depuis, jusqu'à présent, nous n'avons plus de maison. Il fait froid, il y a des jeunes parmi nous qui sont malades, on ne dort pas bien, on ne peut pas se laver, on n'a même pas de médicaments ni rien pour se soigner. Il y a des jeunes qui ont fait des opérations et ils dorment dehors. Il y a des jeunes parmi nous qui vont à l'école, qui dorment dehors, et ce n'est pas du tout normal. C'est grave. C'est pourquoi, depuis 1 semaine, nous occupons un bâtiment vide. On ne savait pas où aller. Actuellement, il y a plein de jeunes qui sont en procédure, mais il n'y a pas de confirmation. Ils ne font que laisser les jeunes. Les procédures sont trop longues. Il y a des jeunes qui sont là depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. On perd le moral. Ce n'est pas normal. Même si la police aux frontières dit que nos papiers sont bons, on n'est pas placé. On n'arrive pas à comprendre. Le jour de l'audience, malgré le fait que les papiers soient bons, la juge te laisse, on ne sait pas quoi faire. On veut savoir ce qui ne va pas au tribunal, on ne trouve pas ça normal, les juges ne font pas leur travail. On demande aux autorités de nous laisser du temps ici parce qu'avec l'hiver, on ne sait pas où on va partir. Il fait froid, on n'a rien pour se protéger dehors, c'est grave. Personne ne laisserait son enfant dormir dehors, nous aussi on est les enfants de quelqu'un. S'ils nous mettent dehors, il va y avoir beaucoup de problèmes, c'est à eux aussi la responsabilité de nous protéger. Les mineurs ont des droits. À chaque fois on gagne un nouveau coin, il y a une expulsion. On a besoin d'un coin collectif à long terme, là où on sait qu'on peut dormir tranquillement pour suivre les procédures. On demande du soutien à tout le monde, toutes les associations. On doit montrer que Toulouse nous soutient, les jeunes du collectif Autonomie. Donc effectivement, ça a été plus d'1 mois d'errance et ça a été épuisant pour les jeunes, pour leur soutien, des conséquences des maladies qui se sont développées. Donc effectivement, c'est très très grave. D'où la demande à ce que le logement qu'ils ont réussi à avoir maintenant puisse avoir un peu de répit au milieu de tout ça, quoi. Parmi les jeunes du collectif Autonomie, il y a donc, comme je vous disais, des jeunes qui sont reconnus, qui sont pas reconnus mineurs à temps, qui deviennent majeurs entre-temps. Et donc là, ça met aussi dans des situations très complexes, des risques de QTF, d'obligation à quitter le territoire français, ou d'enfermement au CRA, ce qui maintenant est quasiment systématique. Pareil, ça c'est nouveau, qui est centre de rétention administrative. En gros, c'est une prison pour étrangers où les personnes, les juges et la police aux frontières qui est là-bas va estimer si une personne a le droit de rester sur le sol français ou pas. Et donc là, on a un jeune qui est tout juste majeur, qui est enfermé au CRA depuis l'expulsion d'octobre. Donc en fait, c'est ça aussi, quand je vous dis qu'il y a des expulsions, c'est pas la police qui toque à la porte et qui demande gentiment si on peut partir. Il y a des interpellations, on en a eu 5 la dernière fois, 5 jeunes interpellés, dont 2 qui sont partis au CRA et 1 qui est toujours et qui donc risque là l'expulsion et retour au Mali, qui est un pays en guerre. Donc là, c'est un message que Yacouba nous a envoyé depuis le centre de rétention administrative quand il a su qu'un avion avait été réservé pour son retour au Mali, contre son gré évidemment. Et donc c'est un jeune qui a aussi des gros problèmes de santé et qui n'est pas pris en charge et qui nous a écrit pour demander du soutien. Hier, c'était terrible car on m'a montré l'heure de mon départ, mon vol. Ils veulent me renvoyer au pays alors que je suis malade. J'ai des gros problèmes avec ma famille, personne ne va pouvoir me soigner, il y a la guerre au Mali. Je ne veux pas rentrer chez moi. C'est très dur d'être enfermé ici. On ne peut pas manger. On ne peut pas manger bien. On m'interdit de manger le matin. On m'interdit de faire du sport.
On ne prend pas le temps de me soigner. Je mange les gâteaux que les gens m'amènent. Je suis venue à Toulouse il y a 2 ans, mais mon recours n'a pas marché. Il y a eu des problèmes avec mon avocat et elle m'a rendu mes papiers. On m'a demandé mon passeport, mais je ne pouvais pas le faire. Toulouse, c'est ma ville. Je connais cette ville mieux que tout. Il y a des gens qui m'ont aidé, donné à manger, mais ici, il y en a qui ne t'aiment pas. On te fait te sentir mal. La souffrance, je ne peux pas expliquer. Comme je vivais dans un squat, on m'a envoyé au CRA, Centre de rétention administrative. J'ai besoin d'aide pour régler ma situation. J'ai un club de foot, je veux travailler à l'école pour apprendre un métier. Je voudrais être chauffeur cariste pour conduire des engins. Quand je suis arrivée en France, je n'étais pas malade, mais après, j'ai eu très mal à mon côté droit. Le jour où les policiers m'ont attrapée, j'avais un rendez-vous pour me faire soigner. Ça fait 2 ans que j'ai mal, mais tout a été bloqué car je n'ai pas été confirmée mineure. Je voulais aussi vous dire qu'il y a... donc c'est plus discret parce que c'est encore d'autres problématiques, mais il y a aussi des jeunes femmes, des jeunes filles dans le collectif Autonomie, et notamment des jeunes filles qui ne sont pas reconnues, sont sorties du Dahomey sans être reconnues mineures, qui ont aussi écrit une lettre en novembre 2024. Nous, les filles mineures isolées de Toulouse, nous voulons parler de notre situation car nous sommes invisibles. Certaines vont rentrer dans la majorité bientôt, alors qu'elles sont à Toulouse depuis 2023 sans avoir de résultats. Le Dahomey nous met à la rue et nous laisse à la gare sans solution. Nous sommes parfois obligés de passer une nuit seuls dehors avant que quelqu'un nous donne le numéro des associations. Là, nous avons très peur de ce qui peut nous arriver. Une mauvaise rencontre, nous courons le danger du viol. On a très peur de vivre à la rue, nous n'avons pas la sécurité du logement. C'est aussi ce qui nous inquiète beaucoup. Nous demandons la confirmation et le respect de nos droits. Pendant ce mois d'errance, ils ont écrit une autre lettre pour parler de leur situation que je vais vous lire maintenant. Nous, les garçons, avons subi une expulsion d'un bâtiment qu'on occupait depuis un certain temps. Malgré nos efforts et les efforts de nos soutiens, il y a eu des arrestations. Jusqu'à présent, nous avons un frère qui est encore détenu au CRA de Cornebarieux. Après cette expulsion, nous avons eu l'idée d'occuper un endroit qui appartient aux autorités, une MJC, pour nous faire entendre et nous faire voir dans tout Toulouse. Malheureusement pour nous, leur réaction n'a pas tardé. Nouvelle expulsion. Comme on n'abandonne jamais, nous nous sommes dirigés devant le palais de justice de Toulouse pour poser des tentes pour montrer aux citoyens que nous existons et que nous sommes sans toit. Hélas, c'était au dehors, personne ne pouvait résister, car la police est vite venue sur le lieu. Encore une expulsion. Notre dernière action a été catastrophique. Nous avons essayé de nous abriter dans un hôtel abandonné avec beaucoup de soutien. Même scénario. Les forces de l'ordre sont venues, mais cette fois-là, ça a été différent, comme si nous étions dans un film de guerre, avec des arrestations, des coups de poing, même des lacrymogènes, et une expulsion sur le champ. Aujourd'hui, nous sommes abandonnés dans la rue, livrés à nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous sont malades, d'autres ont même des problèmes mentaux. Et sachez que cette misère est causée par le conseil départemental, puisque c'est lui qui gère le Dahomey, qui est chargé d'évaluer la minorité des jeunes qui arrivent chez eux. Ils nous rejettent sans raison ni preuve. Ils font ce qu'ils ont envie. Quant aux juges, parfois ils font perdre les documents de certains d'entre nous, et la procédure de recours est très très lente. Pourtant, nous voulons tous et toutes s'intégrer comme les autres, être reconnus, aller à l'école normale, afin de prouver que la couleur de peau n'a rien à voir avec les ambitions. Oui, on veut lutter pour nous et pour les jeunes qui viendront après nous. On ne veut plus voir les pleurs des mineurs et voir des mineurs abandonnés dans les rues. C'est pourquoi les jeunes d'Autonomie de Toulouse se rallient à votre cause pour lutter ensemble. Ensemble, nous allons réussir, je vous le promets. Donc on a parlé un petit peu de la procédure. On sait que quand ils arrivent en France, il y a un moment d'errance un petit peu parce qu'évidemment il n'y a pas un gros panneau écrit Dahomey tout de suite. Donc ils passent par le Dahomey qui est une institution qui est chargée de décider s'ils sont mineurs ou pas. Et donc là ils sont vraiment testés, ils doivent sous plein d'aspects pour savoir s'ils sont mineurs ou pas. Et on a vu que s'ils ne sont pas reconnus mineurs, ils se retrouvent dans des situations très précaires où ils doivent se débrouiller par eux-mêmes en fait. Et il y a des temps hyper longs de recours pour finalement être reconnus mineurs ou non. Et on peut essayer de s'intéresser un petit peu à la situation où ils sont reconnus mineurs, à quoi ils ont le droit, dans quelle structure ils peuvent se retrouver et quelles sont leurs chances en fait, qu'est-ce que ça leur apporte tout ça pour leur avenir. Alors oui, donc en gros, quand ils sont déclarés mineurs, du coup, comme on l'a dit, ça passe par le juge des enfants et après, ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance qui, eux, sont chargés d'orienter les jeunes
dans les structures adaptées. Donc du coup, ça peut être plusieurs sortes de structures. Ça peut être, alors les principales, ça va être les maisons d'enfants à caractère social. Après, ça peut être des centres éducatifs et professionnels, ça peut être aussi dans des structures d'urgence type le CDEF à Toulouse, et bon, il y en a partout dans la France, mais voilà, c'est des centres d'urgence quand il n'y a pas de place adaptée pour les jeunes. C'est une vraie réalité aujourd'hui en France, le manque de place pour les jeunes, enfin, les enfants, les adolescents, enfin les mineurs en général. C'est une grosse problématique parce que manque de moyens, manque de financement. Donc du coup, il y a beaucoup de structures qui ferment ou qui sont très limitées au niveau des financements, donc qui du coup ont une capacité d'accueil assez minime. Et du coup, on se retrouve avec des enfants qui, par exemple, vont rester un certain temps au Dahomey, alors qu'ils ont été déclarés mineurs, mais ils vont rester le temps de trouver une place pour eux et d'être orientés quelque part. Donc moi, j'ai la chance de travailler du coup dans une structure qui accueille du coup des jeunes qui sont déclarés mineurs. Donc moi je suis dans une structure du coup qui propose de l'hébergement, mais aussi des formations. Ils ont accès à l'éducation du coup. Faut savoir que pour les mineurs non accompagnés en France, il faut qu'ils justifient d'au moins 6 mois de formation en France pour pouvoir prétendre en fait à faire une demande de titre de séjour. Donc c'est des jeunes à qui on demande énormément. C'est, je pense, ce qui m'a frappé le plus quand j'ai commencé à travailler avec ce public-là, c'est qu'on leur demande vraiment de grandir avant l'heure, d'être des grands avant même d'être grands en fait. On leur demande énormément, beaucoup de pression. Ils sont dans une insécurité quasiment constante parce que ils savent pas s'ils pourront rester en France ou pas, s'ils pourront avoir les papiers ou pas. Enfin, il y a quand même beaucoup de pression sur leurs épaules, leurs petites épaules de jeunes de jeunes gens. Enfin, je sais que moi j'ai souvent tendance à me mettre à leur place et de me dire, mais moi à 16 ans, est-ce que j'étais en capacité d'aller faire mes démarches toute seule? Est-ce que j'aurais été capable de prendre des rendez-vous toute seule? Est-ce que j'aurais été en capacité d'aller à la préfecture et faire une demande de titre de séjour? Est-ce que j'aurais été, est-ce que je savais même ce que je voulais faire dans la vie en fait? Rien que ça, on leur demande déjà faut trouver un métier, faut faire une formation, faut trouver du travail, je trouve qu'on leur met vraiment une pression énorme. Enfin, ils sont très vulnérables. Souvent, ils se retrouvent dans des réseaux d'exploitation, des réseaux de traite d'humains, de violence, de viol, des choses terribles qu'ils ont déjà souvent aussi vécu lors de la traversée pour venir en France. Donc, c'est vraiment des jeunes qui ont des parcours. On peut même pas imaginer en fait de vivre tout ça à cet âge-là, et qui arrivent en France et qui retrouvent en fait les mêmes problématiques et les mêmes insécurités, les mêmes violences. C'est assez terrible. Mais pour le côté positif, du coup, on va quand même dire du positif, c'est que du coup, dans la structure où je travaille, on met en tout cas nous en place le maximum de choses pour que justement ces jeunes-là ressortent de chez nous avec le maximum d'autonomie possible. Beaucoup d'ateliers sur tout ce qui est du droit commun, sur la santé, sur quelle structure, dans quel dispositif aller pour telle et telle chose. On parle de la CAF, du monde du travail, de la santé. On va aussi les aider à gérer leur budget pour pouvoir quand ils seront plus tard seuls, qu'ils puissent aussi gérer leurs finances et pas se mettre en difficulté. C'est des enfants et des jeunes gens qui sont en grande demande d'être formés, de travailler, de s'installer en France. Donc, c'est clairement des jeunes qui sont vachement investis dans la formation, qui donnent le mieux d'eux. Et l'étape d'après, pour elles et eux, une fois qu'ils ont un diplôme et qu'ils sont majeurs, c'est de demander un titre de séjour la plupart du temps, c'est ça?
Oui, alors arrivé à leur majorité, du coup, on fait des demandes de titre de séjour ou demandes d'asile en fonction de leur statut, s'ils sont réfugiés ou non, du coup, ce que je disais tout à l'heure. Sans ça, en fait, ils peuvent pas travailler en France, ils peuvent rien faire en France, en fait, ils ont le droit à rien. Donc, c'est primordial pour eux de faire un passage à la préfecture et faire cette demande de titre de séjour-là. Et ça fait partie des choses sur lesquelles vous pouvez quand même les accompagner, même s'ils sont Ouais, majeurs. tout à fait. Comme je disais, du coup, nous, on ne prend pas en compte l'âge des jeunes. S'ils sont arrivés mineurs, mais ils deviennent majeurs chez nous, ils restent quand même avec nous jusqu'à la fin de leur diplôme, de passage de diplôme, pardon. Et du coup, oui, on peut être amené. Je sais que j'étais amenée à le faire aussi pour une des jeunes que j'accompagnais, de faire justement ce dossier de titre de séjour avec eux, ouais. Et est-ce que tu as vu une évolution des conditions de travail ou des financements dans ce genre d'institutions depuis que tu travailles dedans? Alors moi, ce qui m'a frappé un peu, déjà, comme je disais, il y a beaucoup de discrimination en France, et d'autant plus pour ces jeunes-là, qui sont étrangers. C'est très 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 compliqué pour eux d'accéder au monde du travail, de par déjà leur situation administrative qui est très compliquée et qui demande aux employeurs de faire beaucoup de démarches pour pouvoir prendre ce jeune-là plus qu'un autre. Donc la plupart du temps, en fait, ils veulent pas se fatiguer avec ça, donc clairement les jeunes se retrouvent sans rien. Malgré tout ça, quand même, ils rencontrent énormément de difficultés, même après l'obtention de leur diplôme. L'accès au travail est compliqué. Puis, il faut aussi, parce qu'il y a plusieurs types de titres de séjour, il faut que dans leur titre de séjour, il y ait un droit de travail aussi dessus. S'ils n'ont pas ça, c'est compliqué du coup d'accéder au travail s'ils n'ont pas le droit de travail. Mais du coup, pour avoir le droit de travail, il faut qu'ils arrivent à trouver un patron qui soit OK de leur faire des attestations, de faire des documents, etc. pour pouvoir les prendre, pour qu'ils aient accès aussi au droit du travail. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi, clairement. Je voulais remettre un peu aussi dans le contexte des préjugés, des choses un peu qu'on peut entendre assez récemment sur les étrangers en général, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Alors, il faut savoir qu'en France, en 2022, c'est des trucs de l'INSEE que je vous dis, il y a eu 14 782 MNA qui sont arrivés en France en 2022. C'était pour revenir un peu justement sur tous les préjugés qu'on peut entendre de les étrangers nous piquent notre travail, ils veulent pas s'intégrer et ci et ça. Donc c'était un peu remettre les choses dans l'ordre. À savoir que non, les étrangers ne veulent pas notre travail. On leur demande souvent de faire des formations ou travailler dans des métiers qu'on appelle des métiers en tension. Donc c'est-à-dire souvent des métiers que les Français n'ont pas envie de faire clairement ou ne peuvent pas le faire. Donc c'est souvent des métiers très fatigants, très physiques, très précaires. Donc ça va être travail dans le bâtiment, la construction, la restauration, pardon. L'aide à la personne, des choses comme ça qui sont quand même des secteurs où il y a de moins en moins de Français qui ont envie d'aller. Donc non, ils ne prennent pas notre travail, d'autant plus que du fait qu'ils travaillent comme nous, ils payent leurs cotisations, leurs impôts. Donc c'était un peu remettre aussi les choses dans l'ordre et arrêter avec ces préjugés et cette discrimination qu'il peut y avoir avec les étrangers qui ont tout à fait leur place en fait en France au même titre que d'autres personnes, quoi. Voilà. Bon merci Mathilde d'être venue discuter avec nous de ce sujet. Merci à vous. Merci à Nejma d'être venue parler de ce sujet. Merci à vous. Bonjour, c'est Nicolas du podcast Pour le futur. Avec Justine, on est allé au squat, là où logent les jeunes garçons mineurs du collectif Autonomie. C'est un grand bâtiment avec pas mal d'étages, pas mal de chambres. Il est totalement inoccupé pour l'instant. Et d'après Toulouse Métropole Habitat, il va servir de logement social. Il est un bâtiment d'intérêt public. Donc pour l'instant, les jeunes l'occupent pour passer l'hiver, si ce n'est au chaud, au moins à l'abri. Donc il sert pleinement de logement social et d'intérêt public.
À l'intérieur, on a été bien accueillis. On a rencontré pas mal de jeunes garçons. On est arrivé en fin d'après-midi, donc les jeunes qui vont au lycée n'étaient pas encore rentrés. Certains faisaient du rangement, d'autres faisaient la cuisine, et on en a trouvé un qui a accepté de nous parler. Et donc on s'est posé dans une pièce, on a installé notre matériel. Il était accompagné d'un jeune garçon aussi qu'on appelle un référent. Il explique un petit peu ce que c'est dans le témoignage. Et puis on lui a laissé le micro, on avait quelques questions, mais on voulait surtout lui laisser la parole. Donc voilà, je vous laisse écouter son témoignage. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour monsieur, je m'appelle Ansman, je suis guinéen de nationalité. Ça fait très longtemps que je suis quitté en Guinée. Pour mon parcours, ça n'a pas été du tout facile jusque l'arrivée en France. Mais vous voyez, c'est très très compliqué d'en parler. C'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous donner quelques détails sur mon parcours. Vas-y, tu peux parler enfin, t'es pas obligé de parler de ce dont t'as pas envie, mais si t'as envie de nous partager des choses sur ton parcours, est-ce que t'as envie de partager aux gens? En fait, mon parcours, ça n'a pas été du tout facile. Surtout ce que je vivais d'abord dans mon propre pays, en Guinée, c'était un peu compliqué. C'est ce qui m'a poussé de quitter la Guinée, de sortir jusqu'à passer le désert, venir au Maghreb, traverser aussi la Méditerranée, jusqu'à ce que je suis rentré en Espagne, de l'Espagne jusqu'en France. Ce qui m'a poussé de quitter en Espagne, c'est parce que la langue officielle qu'on parle en Espagne, moi je ne comprenais pas. Ça me prenait du temps et puis ça me fatiguait beaucoup. C'est pour cela que je suis quitté en Espagne, je suis venu en France, mais je n'ai même pas duré en Espagne. J'ai fait que un mois et quelques en Espagne. Je suis venu maintenant en France depuis, je fais presque une année et quelques. Ok. Donc c'est plus facile ici puisque tu parles français et les gens parlent français. Ouais, je me débrouille pas mal. Ouais. Ok. Et comment ça s'est passé en France? C'est quoi les premières choses que t'as fait quand t'es arrivé? Comment tu penses avoir été accueilli? Voilà. La première des choses d'abord, lorsque je suis rentré sur le territoire français, c'était à Bayonne. Okay. Voilà, moi je suis quitté en Espagne, je suis venu vers Bayonne, je suis rentré à Bayonne. De Bayonne, j'ai pris un bus jusqu'à Bordeaux. De Bordeaux maintenant, comme j'avais plus d'argent sur moi, j'ai profité de bricoler le train que je ne savais même pas, parce que moi, personnellement, il y a de ces villes en France que je ne connaissais pas auparavant. Nous, il n'y a que des grandes villes qu'on connaissait. Vous voyez, parce que là, on est un peu passionné par le football, on regarde un peu les grandes villes de la France. Moi, dans ma tête, je me disais tout le temps, je vais aller à Paris. Et oui. Voilà, vous voyez. Le premier train que j'ai vu, moi, je me disais que non, le train là, ça part jusqu'à Paris peut-être. Si ça doit passer maintenant, ça va passer. Voilà, mon premier train que j'ai pris de Bordeaux, c'était à Toulouse. À Toulouse, le contrôleur, il m'a fait descendre. Il m'a posé pas mal de questions que j'ai répondu. Directement, c'est le contrôleur, eux-mêmes, ils ont appelé la police pour moi, que de venir, qu'il y a quelqu'un ici, des trucs comme ça, vous voyez. L'arrivée de la police, maintenant, je vais expliquer ma situation. Ce sont eux maintenant qui m'ont dit que je n'ai pas le droit de me promener dans les trains comme ça sans avoir payé le transport. Que c'est comme ça que ça fonctionne, vous voyez. Okay. Je les ai donné maintenant mon identité. Eux m'ont expliqué comment ça fonctionne ici. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils m'ont dirigé vers une association qui s'appelle Daoumi, qui est à la gare Matagio. C'est de là maintenant, je suis parti dans cette association appelée Daoumi. Eux maintenant, ils m'ont expliqué. J'ai donné maintenant toutes les informations sur mon identité, comment je suis venu, des trucs. Et ils m'ont enregistré. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème, que je vais passer par une évaluation. C'est dans ça maintenant, je suis passé par une évaluation. Ils m'ont dit de faire venir mes documents. Entre-temps, j'ai appelé au pays, des trucs comme ça. Même ça n'a pas été du tout facile parce que communiquer avec les parents à chaque moment par connexion, chez nous, c'est un peu compliqué. Mais peut-être les moins aussi. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui a des téléphones Android ou des trucs comme ça. Moi, j'appelais mes parents par des appels directs. Par le numéro de l'association. C'est l'association qui me passait leur téléphone. J'enregistre, je mets le numéro de Madaron et puis je l'appelle. Ça 2 fois, 3 fois. L'association m'a laissé. C'est de là-bas maintenant, ils m'ont montré. Depuis l'année passée, il y avait un squat qui était à Ramonville. Eux-mêmes, c'est l'association, parce qu'on était au nombre de 8, si j'ai une bonne mémoire.
eux nous ont accompagnés à Ramonville, ils nous ont dit que non, quand on laisse les gens, vous avez le droit de contester notre décision, vous allez déposer votre recours. Dans ça, il y a des gens aussi, des associations qui peuvent vous aider dans ces procédures. Tu parles de si jamais on t'a pas reconnu comme mineur, c'est ça? Exactement. Si l'association ne t'a pas reconnu mineur parce que tu n'as pas fait venir tes documents, qu'il n'y a pas assez de preuves, et ils vont te dire que non, il y a un squat ici, là où par exemple on laisse les gens, on les accompagne jusqu'à devant le squat, mais on ne vous fait pas rentrer parce qu'on ne sait pas comment vous avez eu ce squat. Vous voyez? Maintenant, lorsque je suis venu dans le squat, il y avait pas mal de personnes, je me suis renseigné jusqu'à ce que je gagnais une avocate. C'est dans ça maintenant, j'ai commencé mes procédures jusque-là. Ok. Et donc là maintenant, t'en es où de la procédure? Voilà, la procédure, ça prend pas mal du temps parce que je connais, même moi par exemple, je fais 1 année et quelques. Jusqu'à présent, je suis dans la procédure, je suis en attente. J'ai trouvé d'autres personnes aussi, jusqu'à présent, eux aussi sont dans la procédure. Okay. Mais il y a d'autres, par exemple, si la procédure ne marche pas, je ne sais pas comment va être leur sort. Peut-être qu'ils vont se déplacer ou je ne sais pas. Oui. Parce que là, pour l'instant, on t'a pas encore répondu si on te reconnaissait comme mineur ou pas, c'est ça? Oui, jusqu'à présent. Mais tout ce qu'ils m'ont demandé quand même, je fais venir tous mes documents, c'est authentique, par mes parents, j'ai légalisé tout. Je donnais à mon avocate, mais jusqu'à présent, je suis en attente. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour prouver qu'on est mineur? Il faut récupérer les papiers de ton pays. Exactement. Et il faut répondre à des questions. En fait, ce que je vois au sein de cette association, c'est très très compliqué. En fait, si vous ne connaissez pas quelqu'un, nous, ce qu'on nous dit, par exemple, tu viens dans un pays étranger, moi c'est ici que j'ai su cela. Parce que moi auparavant, je ne connaissais pas. Pour t'identifier, il faudra faire venir tes documents. Parce que vous-même, vous savez que quand tu appelles tes parents même au sein de votre autorité, peut-être dans une administration là où on fait des documents, eux vont faire vos documents, faire venir. En France, ici, ils vont nous dire, ok, vos documents sont venus, mais prenez vos documents, vous amenez à l'ambassade. C'est l'ambassade maintenant qui va vérifier peut-être l'authenticité de vos documents. Eux vont vérifier. Si c'est authentique, ils vont faire la carte consulaire et approuver aussi si ce dernier c'est un Guinéen ou ce n'est pas un Guinéen. Oui. Après ça, maintenant, si c'est fait, tu as la carte consulaire à l'appui, ta photo à l'appui. Peut-être il y a des questions. Moi, je ne sais pas comment ça se passe à l'ambassade. Oui. Après, quand on ramène, c'est comme ça. C'est au tribunal maintenant. Je ne sais pas si c'est le juge ou son assistant. C'est eux qui vont prendre maintenant, amener à la police frontière. Vous voyez, arriver là-bas, mais ce que moi j'ai compris ici, surtout sur Toulouse ici, eux ils prennent tout le monde, même mettre dans le même bateau, en fait. Eux ils aiment dire que tous les documents guinéens sont défavorables. Ah oui, d'accord. C'est là le problème. Vous voyez, peut-être moi je peux faire un faux document, il y a un ami qui peut faire un bon document. Moi, il ne faut pas qu'on m'accuse à cause de mon ami. Soit ou bien on l'accuse à cause de moi. Si son document n'est pas bon, vous le dites que ce n'est pas bon. Soit vous accusez son ambassade. Comment est-ce que c'est possible que cet enfant, il vient avec un faux document, il prend ça, il l'amène à l'ambassade. L'ambassade authentifie que son document est bon. On lui fait sortir une carte consulaire. On envoie sa carte consulaire. Eux, ils approuvent que c'est bon. Mais ici, les autorités d'ici refusent d'approuver. C'est là le problème. Ok. Donc en fait, en France, quand ils prennent la décision, ils se disent tu viens de tel pays et du coup comme tu viens de tel pays, les documents ils sont forcément faux. Exactement. Ouais. Ok. C'est comme ça se passe. Donc déjà ça doit être long de récupérer les documents de là-bas et en plus c'est pas sûr que ce soit vraiment reconnu comme authentique une fois que c'est en France, c'est ça? Non, par exemple quand nous on fait nos documents au pays, quand tes parents eux, par exemple, pour faire les documents, eux peuvent venir. Forcément, il faut venir avec des preuves. Vous voyez? Que ouais, c'est mon fils, c'est tant, avec des témoins à l'appui. Vous voyez? Okay. Mais il y a certaines personnes même qui arrivent à passer devant le juge des enfants. Par exemple, le juge des enfants peut te dire même, il ne te donne même pas la parole de t'exprimer. Il te dira que non, tes témoins là, tu ne les connais pas. Okay. Ce qui est sur ton papier, on ne peut pas mettre quelque chose, par exemple. Moi, sur mes papiers, je peux mettre mes 2 témoins, c'est mes oncles. Moi, toi, tu ne me connais pas.
Si toi, tu me dis que non, ceux qui sont sur mes papiers, là, moi, je ne les connais pas, là, je ne sais pas, ça devient compliqué. En fait. Moi, tu me poses la question, eux sont qui pour toi? Moi, je te réponds. Peut-être, si tu vas approfondir tes recherches, là, je n'en disconviens pas. Mais tu me dis directement, non, ce qu'il y a sur ton papier, c'est pas ça. Par exemple, moi, je mets le nom de mon papa. Moi, mon père a son nom. Moi, mon papa, il est décédé. Moi, je dis, par exemple, moi, mon papa est décédé. Vous me dites que mon papa n'est pas décédé. C'est là le problème. Et pourtant, tu ne peux pas mentir que non, toi, ton papa est décédé, et pourtant, tandis qu'il n'est pas décédé. Comment est-ce que sur tes papiers là, parce que là-bas au pays, quand tu veux, par exemple, faire tes documents, que ton papa est décédé, il faut avoir une preuve qui approuve que ton papa est décédé. Si tu n'as pas cette preuve-là, on ne va pas mettre sur tes documents que ton papa est décédé. Vous voyez? Mais si quand tu le fais seulement, on te dit que non, que ton papa n'est pas décédé. Si mon papa n'est pas décédé, il est où alors? C'est compliqué. Comment tu le vis, toi, de devoir faire tous ces efforts juste pour prouver que tu es mineur? Là, au fait, lorsque nous sommes rentrés en France, moi personnellement, c'est qu'ils m'ont dit de faire venir mes documents. Vous voyez? Je fais venir mes documents. Personne n'a fait mes documents si ce n'est pas mes parents. Peut-être moi je peux mentir, mais mes parents ne peuvent pas mentir. Si mes parents aussi font la même chose que moi, là ça devient compliqué. Vous voyez? Moi j'appelle seulement mes parents, ils m'ont dit de faire venir mes documents. Je suis dans telle situation, telle situation. Elle, maintenant, elle se déplace, ou bien si ton papa il est vivant, il se déplace, il peut aller au ministère avec des témoins, des trucs comme ça, toutes les preuves à l'appui, il fait tes documents. Si c'est pas un bon document, dès que ça arrive à l'ambassade ici, ils vont confisquer tes documents. Mais si tu vois que l'ambassade a laissé tes papiers, ils ont légalisé, ils n'ont pas dit que tu as fait venir un faux document, et puis une carte consulaire à l'appui, sachez que c'est un bon document. Si ce n'était pas un bon document, ton ambassade d'ici là, parce que moi, ceux qui sont à l'ambassade, moi je ne les connais pas, eux aussi ils ne me connaissent pas, peut-être ils peuvent dire que non, je suis de leur nationalité comme ça. Mais si c'est un faux document là, je ne pense pas. Au moins, on peut dire que non, comme j'ai une connaissance là-bas, c'est peut-être à cause de ça, des trucs comme ça. Parce que tout le monde sait qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment dire qu'en Afrique, ce qui se passe, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais à l'ambassade ici, moi, je n'ai jamais été là-bas, je ne connais pas un membre qui travaille à l'ambassade, ni rien. Et du coup, en attendant que le juge te traite ton dossier, qu'est-ce que ça ressemble à quoi ta vie ici? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ma vie ici, depuis que je suis rentré en France, je suis en attente. Ici, il y a des associations qui viennent nous donner des cours. On suit des cours. On a des textes aussi à faire, par exemple, de CIO. Moi, je fais par exemple mon texte, mais jusqu'à présent, je suis en attente. Mais il y a pas mal de jeunes qui sont partis à l'école, qui ont été inscrits. Mais ça dépendra aussi de ton niveau et s'il y a les places qui sont libres, on te fait signe. On te dit parce que tu as fait le texte CIO, bon, ton niveau c'est là, c'est comme ça, c'est comme ça. On va trouver un lycée pour toi, ou bien le collège, tu vas aller là-bas. Mais jusqu'à présent, on est en attente d'abord. Rien n'est fait d'abord. Ok. Et toi c'est quoi que tu aimerais bien faire plus tard? Bon, comme ici, les associations qui viennent nous donner des cours, eux aussi nous ont proposé, et bon, ils nous ont pas proposé au fait, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on aimerait faire. Bon, il y a trop de métiers, mais voilà, faut qu'on se concentre sur un seul métier. Par exemple, moi, j'aimerais être plombier, soit, comment dire ça, métier là, vitrier et aluminium verre ou quoi, va. C'est pas aluminium verre comme ça. Ouais, soit plombier et chauffagiste. Ok. Les deux. Et donc là, t'as quand même donc t'es en attente, tu peux pas aller à l'école, tu peux aller au lycée. Non. Mais il y a quand même des personnes qui viennent te donner des cours, c'est ça? Exactement. Et tu fais quoi comme cours, par exemple? Bon, on fait le cours de français, comment dire ça? Voilà, la mathématique et SCM aussi. Et SCM, instruction civique et morale. Ok, d'accord. Ok. Et t'aimes bien ça ou... Ouais. On aime bien, ça va. Ok. Parce que la compréhension, ça va. Ok.
Et au niveau du logement, tu as dit que ça faisait à peu près 1 an que tu étais en France, c'est ça? Et t'es venu à Toulouse assez rapidement? À Toulouse directement. Ok. Ouais. Donc tu as fait plusieurs logements ici avec Autonomie? Avec les associations. Pas mal de logements. Moi, le premier logement que je fais sur Toulouse ici, c'était à Ramonville. Oui. Voilà, je suis venu à Ramonville depuis l'année passée. Okay. Le mois de novembre, non. Parce que je suis rentré ici, je crois, le 15-16 comme ça. Je fais 1 semaine et quelques, puis je crois, dans la main de l'association. Eux, ils m'ont laissé, je crois, je suis venu à Ramonville le mois de décembre. Voilà. Je suis quitté maintenant à Ramonville. On nous a expulsés à Ramonville, mais je ne me rappelle pas du mois quand même. On nous a fait sortir là-bas, on est quitté. On est venu, comment on dit ça? Non, pas de droit directement. Il y a, comment on dit ça? Gymnase Saint-Cernat, là où il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, amenées au CRA. De là-bas aussi, on est parti à l'église. Il y a une église, je ne sais pas quel arrêt de métro. On est parti là-bas aussi. On a fait presque 2 semaines ou 3 semaines comme ça au dehors. Ça n'a pas du tout été facile. De là-bas maintenant, je crois on est quitté, on est venu au moto ici. Vers Marengo. Oui. Voilà, Bonnefoy. Voilà, le point Bonnefoy derrière là-bas. On est parti, ceci aussi nous ont logé. On a fait quelques semaines là-bas. Presque quelques mois, 1 mois ou 2 mois. C'est de là-bas maintenant, on est quitté jusqu'à ce qu'on a gagné ce squat aussi. Et à pas de doigt. On les a expulsés là-bas. De là-bas maintenant, on est venu. On s'est retourné aussi notre lieu. À l'hôtel? Non, pas d'abord à l'hôtel, c'est quand même dit ça. Vers Bonnefoy aussi, là où nous étions avant. Un grand hangar? Exactement. Ouais. C'est de là-bas maintenant, on est parti dans l'hôtel, ça a devenu... Ah oui, l'hôtel. Voilà, tu y étais toi à l'hôtel? Non, à l'hôtel, je n'étais pas là-bas. Ok. Ouais. Parce qu'au moment que les gens sont partis, moi, il y avait un ami qui est logé tout près là. Moi, je suis parti là-bas pour me laver, des trucs comme ça. Okay. Voilà. À mon retour, avant que je ne quitte là-bas, je viens, je trouve que non, ça a dégénéré. Tu connais des gens qui étaient à l'hôtel? Ouais, je connais beaucoup de personnes. C'était difficile là-bas, non? Les images, selon ce que j'ai vu, parce qu'au moment, moi, je suis venu en distance, je me suis arrêté. La manière dont j'ai vu la police, c'était... La police... eux, ils étaient tellement violents que je ne pouvais pas m'approcher. Directement, j'ai quitté le lieu du moins. C'est dans ça maintenant, j'ai vu des images, des vidéos circuler. Je me suis dit, c'est autre chose. Ça t'arrive d'avoir peur? Très très peur même. T'as peur de Parce quoi? que nous, chez nous, on s'est dit par exemple, nos polices ou bien nos autorités là-bas, ils sont un peu violents envers nous. On s'est dit que non, chez nous, ça ne va pas. On vient ici, par exemple, dans un pays des droits, par exemple la France, on se retrouve dans les mêmes situations aussi. C'est très très compliqué. Voilà. Et du coup, ça va mieux depuis que vous êtes dans ce squat? Ouais, dans ce squat, ouais, pas mal. Ouais, ça va. Mais on est là, jusqu'à présent, on réclame quand même ça, les radiateurs. Oui. Parce que c'est ce qui nous manque un peu. Vous voyez, là où même je suis assis comme ça, la fraîcheur, ça me caille. Voilà. Oui. J'étais dans la cuisine, il est parti m'appeler, mais voilà. Ouais. Il fait froid. Et du coup, ça se passe bien là entre vous? Ouais, entre nous, il n'y a pas malentente entre nous. S'il y a un problème, par exemple, entre un ami, il laisse dans le groupe, il y a des référents. Par exemple, lui, c'est un référent. Il y a pas mal de jeunes aussi qui sont référents, qui mettent de l'ordre entre nous. S'il y a des anomalies, par exemple, quand nous avons beaucoup de choses, c'est pas tout le monde qui part directement chercher. Ce sont eux qui descendent. S'ils ne sont pas à l'école, ceux qui ne sont pas à l'école, ils viennent prendre, garder jusqu'à ce que les référents soient de retour. Okay. Après, on leur donne, il y a un magasin pour ça. C'est pas que il y a des désordres. Et vous faites quoi quand vous êtes ensemble? Vous écoutez de la musique, vous jouez Donc ici, depuis qu'on est venu, parce qu'avant, par exemple, avant qu'on ne vienne ici dans ce bâtiment, les autres côtés, oui, ça va. Parce que là-bas, c'était un hangar, des grands hangars comme ça. Tout le monde s'est retrouvé, on se voyait à chaque moment. Mais si, comme c'est, voilà, chacun dans sa chambre. Mais si au moment du partage, tout le monde descend, par exemple, au sous-sol,
Là-bas, on peut se taquiner. Ah, ça fait 2 jours, toi, tu te caches de moi, des trucs comme ça. Mais tout le monde, au fait, on a besoin de repos, quoi. Oui. Parce que c'est nécessaire. Comme dans ces temps passés, là, on était dans trop de mouvements. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées malades. Comment se soigner, des trucs. Vous voyez. C'est facile. Quand on gagne les lieux pareils, faut qu'on se repose parce qu'on ne sait pas. Demain, après-demain, la police peut tomber d'un moment à l'autre. Ouais. Ouais. On en profite. Et quelque chose que toi tu voudrais partager, quelque chose que tu n'as pas souvent l'occasion de dire, ou des gens qui connaissent pas trop votre situation ou qui vous ont jamais rencontré et que tu aimerais leur dire quelque chose? Bah, ici, au fait, je parle au nom de tout le monde parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'internat, peut-être qu'ils vont revenir aux outils, qui ont été scolarisés. Moi, j'ai pas été scolarisé. Il y a beaucoup aussi qui sont en attente, mais on espère d'être scolarisés. Vous voyez. Mais notre situation, c'est très très délicat, au fait, en ce moment. Parce que vous savez, les conditions de vie, c'est pas facile. Nous-mêmes, pour la préparation des trucs comme ça, le matin, tu te réveilles, il y a des cours, il faut faire la cuisine, faut te reposer, faut quoi même de ça. Faut faire beaucoup de choses, au fait. Vous voyez. Même en prenant le métro, c'est très très compliqué au fait. Si tu n'as pas le ticket de transport, à chaque moment tu peux tomber sur les contrôleurs. Ouais. Moi je suis tombé sur eux ici pas mal de fois, mais à chaque moment que je tombe sur eux c'est 70 euros. Ouais. Vous voyez. Et pourtant si ils tombent sur toi par exemple, tu n'arrives pas à faire sortir une preuve là, une pièce d'identité. Par exemple, même quand tu sors ton extrait, non, ça n'a pas d'importance devant eux. Peut-être ils vont te dire que non. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est pas toi? Faut faire sortir une pièce d'identité là où on peut voir ta photo. Par exemple, moi, ma carte AME, à chaque moment que je tombe sur eux, je leur donne ma carte AME et ils me disent que non, ok, va prendre ça. Et après, l'amende là, tu donnes à tes édicts, ils vont payer les 70. Okay. Mais comment ils vont payer les 70? Moi-même, je n'arrive même pas à payer un ticket de 2 euros. Oui. Ta carte AME, c'est aide médicale d'État, c'est ça? Exactement. Ouais. Moi j'avais une question par rapport à ce que tu disais par rapport à la police ici, l'image que tu avais, de la France. Est-ce qu'elle a évolué? Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? En fait, l'image que moi je vais sous la France, moi je me disais que par exemple quand tu rentres, la manière dont que nous on entend chez nous que la France, par exemple, quand tu rentres, nous on voit nos policiers, la manière dont eux ils se comportent vers nous, et ici, ce que j'ai vu en France, presque c'est la même chose. Vous voyez, moi je me disais que non, c'est un pays de droit, c'est un pays là où les blancs vivent seulement, non, il n'y a pas des trucs pareils, non, ça se passe pas comme ça, des trucs comme ça, on vient, on t'arrête arbitrairement, on part, on te met quand même ça au CRA, et puis tu passes devant, tu fais un jugement avant qu'on te relâche. Nous, chez nous, non, ça se passe pas comme ça. Vous voyez, toute personne que tu vois, ça, il passe directement au tribunal. C'est un criminel. Nous, c'est ce qu'on se dit. Mais ici, on vient, on t'arrête comme ça. Par exemple, moi, la dernière fois, vers Patte d'Oie, je suis tombé sur un contrôleur. J'avais pas de ticket. Je descendais du métro. Je suis venu. Et puis, il m'a dit d'obtempérer. Je me suis arrêté devant lui. Je lui ai expliqué ma situation. Il dit qu'il s'en fout directement. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, il faut faire sortir une pièce d'identité là où il y a ta photo. J'ai sorti ma carte AME. Je l'ai donnée. Il regarde ma carte AME. Il voit que c'est ma photo qui est dessus. Il me dit que non, il n'est pas convaincu. Je dis, comment ça, vous n'êtes pas convaincu? Il me dit que non, que c'est pas toi ça. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Le numéro de mon avocat est là. Vous pouvez l'appeler. Il dit directement que c'est que c'est un bénévole. Qu'il s'en fout d'elle. Vous voyez? Je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Je me suis arrêté, il a appelé la police. La police est venue directement, ils sont descendus dans le métro, dans la gare du métro, et ils m'ont trouvé là-bas, ils m'ont donné et ils m'ont demandé. Moi, je les ai dit, je n'ai pas validé. Je n'ai pas de ticket, je suis quitté tant, je suis venu maintenant, je suis tombé sur le monsieur, il m'a posé des questions, j'ai répondu. Il me dit que si j'ai une pièce d'identité sur moi, je vais donner ma carte AME. Directement, il me dit que non, que c'est pas pour moi. Eux, maintenant, ils ont vérifié. J'ai donné le numéro de mon avocate à la police. Ils ont appelé, eux, ils ont demandé à l'avocate que est-ce que vous connaissez tel jeune. L'avocate maintenant a vérifié. Elle a dit quand même ça au policier, oui. Il est dans une procédure comme ça, sur son avocat, des trucs comme ça. La police dit ok, que ça va, que de couper l'amende
ils vont me donner l'amende. Ils ont coupé une amende de 70 €. Le monsieur, il m'a donné, je suis parti. Parce que là, avec, vous avez l'argent, tu disais l'aide, La carte. Ok. Ah. Et sinon, pour se nourrir, se doucher et tout ça, c'est comment? C'est les assos qui... Ouais, c'est des associations qui s'occupent de ça. Par exemple, si on n'a pas là où dormir, nous-mêmes, on sort, on cherche jusqu'à ce qu'on trouve un abri. Voilà, on part, on reste là-bas. Eux-mêmes, ils peuvent venir nous aider au niveau de manger, des trucs comme ça, pour nous conseiller. Parce qu'il y a certains parmi nous qui sont un peu fragiles. Parce que moi, je connais 2 personnes. Il y a un frère qui est parti déjà, je ne connais pas son sort. Mais lui, depuis qu'on lui a amené au CRA, il a fait 1 mois et quelques. Il est venu, non, il a perdu sa mémoire. Directement, on lui a amené, je ne sais pas où, au Sikatri ou Pouaba, dans un centre. Depuis lors, moi, je ne l'ai jamais revu. Tu parles de Yacouba? Non, pas Yacouba. Okay. Il y avait un autre jeune malien aussi. Une deuxième personne qui est partie au CRA. Voilà. Oui. Lui, il a duré là-bas. Lorsqu'il est venu même à pas de doigt, tout dernièrement, il nous a trouvés là-bas. La nuit, il peut se réveiller comme ça, il s'assoit, il pleure, il prie. Nous, on vient, on lui calme de faire doucement des trucs comme ça. Mais nous-mêmes, on a vu que non, sa situation est très, très compliquée. Il était déjà parti. Après, maintenant, on a appelé des adultes, ils nous ont aidés. Je ne sais pas, ils ont appelé l'ambulance ou quoi. Ils sont venus maintenant, on lui a pris. Il est parti depuis lors. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais revu. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve comme tous les derniers jeudis du mois pour un nouvel épisode.